Pour être tout à fait exact, Ouais. je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malade. Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Où j'ai connu Georges? C'est une excellente question. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous vous invitons à rencontrer Alex. Alex est le nom d'emprunt d'une personne qui vit à Lyon, dont nous avons voulu partager avec vous la trajectoire singulière. Je l'ai rencontré il y a quelques semaines et nous avons longuement échangé autour de l'expérience qu'elle donne ici en partage. En repensant à notre entretien, j'ai un sourire. Alex ne se départit jamais de son humour lorsqu'elle évoque des moments pourtant douloureux de sa vie, vous verrez. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Pascal Bélanca-Penel et vous écoutez un épisode hors série de Troubles dans le spectre. Alors mettez vos oreilles sur orbite, bonne écoute, c'est parti. On n'avait jamais réalisé que c'était ça, en fait, que ça pouvait être ça. On n'en parle pas, ça reste difficile. Limite soupçonneux, non, pas toi, ce n'est pas possible. Une sorte d'insulte gentille, mais un peu d'insulte quand même. Pas un bulldozer comme moi, quoi. Alors mon parcours, un parcours, on va dire classique, scolaire classique. Mais au niveau de la santé, il y a eu rapidement des gros soucis. Donc dès la primaire, j'ai eu énormément de symptômes d'anxiété, des migraines, des problèmes digestifs, de l'eczéma. Dès la petite enfance, d'ailleurs, j'avais des petites particularités sensorielles que j'ai identifiées bien plus tard, mais en revenant avec mes parents sur mon parcours diagnostic, on a pu identifier ça, notamment le bruit ou les repas, la nourriture de manière générale. Très difficile, voilà. Moi, je suis une enfant unique, donc on a beaucoup fait des raccourcis de c'est qu'elle est enfant unique. Elle est bizarre, elle est enfant unique. Elle est capricieuse, elle est enfant unique. Elle est feignante, elle est enfant unique. En gros, c'était souvent l'excuse qu'on amenait. Donc voilà, le primaire, ça s'est fait. L'école primaire s'est faite assez doucement malgré les problèmes de santé, parce que j'étais dans une petite école dans un petit village. Et c'est le collège qui a été catastrophique, l'entrée au collège. Donc voilà, changement d'environnement, on passe de 10 élèves par classe à un collège-lycée de 2000 élèves. Et là, donc, j'ai commencé à avoir des crises de panique, ce qu'à l'époque, l'infirmière disait que c'était de la spasmophilie. Voilà, et donc la réponse, c'était « respire dans un sac ». Donc voilà, ça c'est la réponse que j'ai eue toute ma scolarité. Bah t'as pas ton sac. Bah respire dans ton sac. D'accord. Ok. Donc voilà, j'ai passé pas mal de ma scolarité collège dans le bureau soit de l'infirmière scolaire, soit de la CPE. Donc en fait il y avait une annexe du collège, donc j'avais 2 CPE. Donc il y en avait une que j'aimais beaucoup et qui... Dès qu'elle me voyait, elle me disait « assieds-toi ». Elle n'avait même plus besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Elle savait que j'avais besoin du calme de son bureau. Donc il y avait quasiment... je crois qu'il y avait même une table qui m'était réservée à un moment donné. Voilà. Après, socialement, j'avais une amie par année, on va dire, avec qui je m'affiliais, et puis ça se passait plus ou moins bien, ça me permettait de m'intégrer plus ou moins et de comprendre plus ou moins aussi ce qui se passait socialement. Par exemple la bise, ce concept que je n'ai jamais compris, donc tout de suite j'avais dit moi en fait je vais pas vous la faire tous les jours, parce qu'on va se voir tous les jours, donc c'est quoi cette idée, c'est étonnant, non Puis on dirait que les gens, ils avaient très envie, quoi, c'était quelque chose de... C'était peut-être aussi faire comme les grands, je pense, à l'époque, mais moi, j'avais pas envie de faire la bise tous les matins. Voilà. Donc, en parallèle de tout ça, émotionnellement, c'était très compliqué. Donc, j'ai commencé à développer des troubles alimentaires, de l'anorexie,
assez fort. Hein. Avec le recul, je dirais que c'est ma manière d'avoir géré mes émotions, clairement, d'avoir pris le contrôle de ce qui se passait, de rien comprendre en fait de ce qui se passait socialement, des enjeux, de trop de questions. Et en fait, la nourriture, c'était devenu soit je me punis en mangeant pas parce que j'ai pas compris ce qui se passe et que je suis conne, donc je m'interdis de manger. Et à la fois un moyen de satisfaction et d'auto-satisfaction regarde, t'arrives à maigrir, la maigreur est valorisée socialement, donc c'est bien. Et puis à cette époque, c'est aussi le moment où les garçons et les filles se clashent beaucoup. Et donc il y a beaucoup de remarques, hein. Les garçons ont toujours un avis à donner forcément sur le physique des collégiennes. Et à mon époque, c'était gros cul, t'es tellement plate que les murs sont jaloux, pour parler de ma poitrine. Un jour on m'appelle Skeletor, l'autre on m'appelle gros cul, enfin... Voilà, donc en fait, moi, c'était des choses qui me dépassaient complètement et le contrôle de l'alimentation, c'était hyper régulateur et en fait, je voulais plus entendre de gros cul, donc pour moi, la solution, c'était de maigrir. Mais en fait, on maigrit, mais on se prend quand même des réflexions. Donc voilà, c'était très compliqué et en fait, à 13 ans, j'ai fait mon premier épisode à l'hôpital. Je t'en prie. Juste avant que tu l'évoques, quand tu parles d'anorexie, c'est un problème différent de la sélectivité. De la sélectivité dont tu parlais et qui était vécue sur le mode « t'es difficile ». Oui, je pense. Après, mes parents ont toujours dit que je suis restée difficile et ma mère avait pour... pour habitude de... en fait, elle a été forcée quand elle était petite à manger des choses et elle, son principe autour de la nourriture, c'était « je ne forcerai jamais personne à manger quoi que ce soit ». Donc au final, voilà, mes parents m'ont jamais forcée. Donc bon, je tournais pas mal autour des mêmes aliments, ce qui en fait n'était pas un souci. Hein. Et en fait, arrivé au collège, il y a eu aussi le repas de la cantine et le bruit. Et les conditions aussi, parce que donc il y avait une file d'attente dans laquelle il fallait se mettre, et quand les portes de la cantine ouvraient, c'était à qui le plus fort rentre. Donc il fallait se pousser. Ok. Du coup, moi j'attendais la fin. Donc en fait, je rentre une fois que tout le monde est installé. Donc c'est un réfectoire où on est par centaines et le bruit, c'est un moment horrible en fait. Donc ça a contribué aussi à sauter ce repas. Au final, à me sentir bien dans la restriction, à continuer, puis à la prolonger chez moi, et puis à commencer à me cacher quand je mangeais, ou à trouver des stratégies pour dire oui, j'ai mangé, en fait, j'ai pas mangé. Et puis voilà, finir sur la satisfaction d'être contente de maigrir et de contrôler, quoi. Et au final, ça prend tellement de place dans l'esprit, la restriction alimentaire, que ça... Comment dire ? Ça empêche l'anxiété, ou en tout cas ça la camoufle bien. Un élément que nous avons déjà évoqué, c'était dans l'épisode sur le diagnostic. Les centres ressources autisme, les CRA, sont des acteurs dits de troisième ligne dans la détection de l'autisme. Cela veut dire que ces structures n'interviennent que dans leur mission diagnostique que pour des cas complexes. Vous le savez maintenant, des troubles anxieux généralisés, des compulsions TOC, des surcompensations ou bien toute autre chose peuvent venir masquer un autisme. Le praticien ou la praticienne des CRA peut être en mesure de démêler ce qui ressort d'un autisme dans cet écheveau. Vous l'avez peut-être ressenti, le cas d'Alex n'est pas simple, mais elle a eu la chance de trouver sur sa route Alejandra Vaquer. Alejandra est psychologue au CRA Auvergne-Rhône-Alpes. Alejandra Vaquer fait partie de l'équipe diagnostic des adultes et elle est par ailleurs responsable du catalogue des formations proposées par le CRA. C'est aussi l'une des missions des CRA que de former les professionnels de santé et les personnes concernées. Puisqu'Alejandra Vaquer connaît parfaitement la trajectoire d'Alex, je lui ai demandé de commenter, de réagir sur le récit de vie qu'elle nous propose.
Alejandra Vaquet, merci d'être là. Vous êtes psychologue clinicienne au Centre Ressources Autisme Auvergne-Rhône-Alpes et chargée de formation. Comment vous pouvez réagir à ce que l'on vient d'entendre ? Oui, en fait, c'est super intéressant parce qu'Alex, elle fait ici très bien la différence entre la sélectivité alimentaire, qui est une caractéristique spécifique du TSA, ce n'est pas une pathologie ou un trouble associé, et le trouble du comportement alimentaire, comme c'est en ce cas l'anorexie. D'accord. Donc la sélectivité alimentaire, c'est quelque chose, comme je disais, qu'on retrouve souvent chez les personnes avec TSA, qui est due à une réactivité particulière au niveau de la sphère orale ou de l'intégration sensorielle. Donc ce qui fait que c'est des personnes qui ont tendance à manger tout le temps la même chose. D'accord, on peut du coup penser à ces enfants qui mangent tout le temps en bleu ou qui mangent tout le temps en orange ou d'autres exemples ? Oui, qui choisissent tout le temps le même type d'ingrédients, qui mangent par couleur, ou par exemple les types d'ingrédients différents ne peuvent pas se toucher dans l'assiette. Ce sont des personnes qui ont des règles alimentaires très précises, souvent en lien avec la perception. D'accord. Et donc du coup, ce sont des règles qui sont très sécurisantes pour elles, qui sont souvent, ces difficultés-là sont présentes depuis les premiers contacts que l'enfant a avec la nourriture solide. Dès la prime enfance. Exactement, oui. Et alors qu'au contraire, l'anorexie, c'est un trouble qui apparaît souvent à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. D'accord, ok. Et c'est un trouble qu'on retrouve fréquemment associé au TSA, plus qu'en population générale, à cause de tous les facteurs qui ont été nommés par Alex. Par exemple, dans ce cas-là, le trouble alimentaire, pour elle, permettait d'éviter d'aller dans des environnements qui étaient très chargés sensoriellement, comme c'est le temps de la cantine. Ça peut permettre aussi d'éviter des temps où il y a des interactions sociales informelles, qui sont souvent une source d'angoisse très importante. Et c'est en évitant toutes ces prises alimentaires, on retrouve la physiopathologie typique du trouble du comportement alimentaire, de l'anorexie, qui va venir apporter une sorte de faux sentiment de sécurité ou de maîtrise de soi. Et donc, du coup, ces moments de restriction s'amplifient, puis favorisent le développement du trouble qui envahit tout le fonctionnement. D'accord, c'est donc un comportement fonctionnel adaptatif. Tout à fait. En parallèle, j'ai eu énormément de douleurs à cause de mes premières règles. Et ça, c'est pareil, on m'a mis sous pilule à 12 ans, sans explication, hein. Vraiment, c'était t'as 12 ans, t'as mal au ventre, on va te mettre sous pilule, ok. Et en fait, la pilule va t'aider à plus avoir mal. Sauf que moi, déjà, j'ai dû en essayer 7 pour en supporter une. Parce que je les vomissais, en fait, à heures hyper régulières. C'était assez fou, quoi. Ça me réveillait la nuit et je vomissais. Et du coup, la pilule, quand on la vomit, elle ne fonctionne plus. Donc, voilà, il fallait changer plusieurs fois. Et en fait, au final, j'ai pris la pilule des années. Donc, j'ai vu un gynécologue. Et j'ai été plutôt mal suivie. On m'a fait un frottis, par exemple, à 12 ans, alors que y avait aucune raison de le faire. Voilà, et donc la pilule n'a pas diminué mes douleurs. Et après, j'ai entendu les classiques, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Sauf que moi, en fait, j'étais assise sur ma chaise à la fin des cours et je pouvais plus me lever. Donc en fait, j'étais paralysée des jambes de temps en temps. En plus des malaises, des crises d'angoisse, donc des moqueries ou des réflexions de mes camarades masculins. C'était un moment assez compliqué, quoi. Et donc tout ça mis à la suite, ça a fait qu'à 13 ans, moi j'ai pris des médicaments pour avoir l'idée d'en finir, ou en tout cas l'idée d'arrêter un truc, quoi, qui pour moi me dépassait déjà. Voilà, et j'ai été hospitalisée une semaine en pédiatrie. Je me rappelle que c'était quelque chose qu'ils faisaient pas normalement, mais ils avaient dit, on va la mettre en pédiatrie. Donc je me suis retrouvée avec des enfants en pédiatrie à faire des moulages, à peindre des trucs qu'on avait moulés, mais pas du tout à aborder le problème psychiatrique, en fait.
ou même psychologique. Et donc voilà, ce qui a suivi l'hospice en pédiatrie, c'était un suivi obligatoire en CMP. Et donc, en CMP, j'étais avec une psychologue qui a tout mis sur ma mère. Ma mère, elle a pris cher. Et donc voilà, adolescente, trouble de l'alimentation, maman. C'est un combo, quoi. C'est un package cadeau. Et donc ça, pareil, j'ai pas compris pourquoi. Donc j'ai rapidement fait la bonne enfant sage que j'étais, c'est-à-dire je vais aux séances. Je me rappelle que la psychologue avait des chaussettes rayées. Je bloquais sur ces chaussettes rayées. Mais de quoi on parlait, j'ai même plus vraiment de souvenirs, quoi. Je pense que c'était des conversations comme des copines pourraient avoir, mais pas sur le problème, pas sur le fond. Et voilà, donc ça m'a pas du tout aidée. Et mon objectif de collégienne, c'était surtout d'arriver au lycée et de pas redoubler une seule année pour partir rapidement de chez mes parents et de la région dans laquelle j'étais qui me plaisait pas. Pour voilà, avoir une espèce de solitude, de me retrouver moi avec moi, pouvoir faire ce que je veux selon mes règles, qui apparemment étaient compliquées à comprendre, ou trop exigeantes, ou trop de caprices, donc faire les caprices toute seule. Voilà, donc après j'ai... Tu étais assez déterminée au sortir de cette adolescence-là pour assumer l'angoisse d'un départ et d'une vie indépendante pour juste être bien pour la première fois de ta vie. Ah oui, alors pour moi ça relevait même pas de l'angoisse en fait de quitter tout ça. C'était moi je l'ai vu vraiment comme la liberté, comme ma vie va commencer. Naïve. Mais en tout cas je vais pouvoir prendre des choses en main de mon côté. Et surtout arrêter d'avoir des questions ou des remarques. Par exemple, le premier truc que j'ai fait auquel j'ai pensé quand j'ai habité toute seule, c'était toutes les semaines je vais pouvoir acheter la même chose à manger et manger tout le temps la même chose, et en fait personne me dira pourquoi tu manges tout le temps la même chose. Donc voilà, j'ai mangé des vasas avec du Saint-Moré et des tomates et du blanc de dinde. Je me faisais une espèce de sandwich comme ça, plusieurs cracottes. Et j'ai mangé ça pendant 2 ans, en fait, pendant le temps d'un DUT. Et c'était bien, j'étais très contente. Voilà. Et puis à côté, j'ai démarré des consultations psy qui me semblaient... essentiel pour moi, pour comprendre les choses, pour me sortir du trouble alimentaire aussi, de mon état dépressif qui se développait assez rapidement depuis le collège aussi. Et donc j'ai été amenée dans des endroits merveilleux, c'est de l'ironie, des CMP différents, parce que j'ai fait plusieurs villes pendant mes études, donc plusieurs CMP et plusieurs psychiatres / psychanalyste, parce qu'à l'époque je ne savais pas vraiment la différence et sur qui je tombais. Et en fait au final c'était très 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 souvent la même chose qu'au premier CMP. Ma maman elle a pris cher encore, et du coup j'ai essayé de dire le problème c'est pas ma maman, c'est ce que moi je dis, ce que je vis. Et vu que c'était toujours ramené à ma maman, et d'ailleurs jamais mon papa, ça pourrait être un problème d'éducation, un problème parental, ça pourrait être des traumas, ça pourrait être plein de choses, mais non, c'était que ma maman. Et donc j'ai arrêté, systématiquement j'ai arrêté. Et j'ai repris, parce que je suis persévérante en fait, et que moi je voulais je voulais trouver des solutions. Donc voilà, j'ai fait un DUT, une licence pro, une année où j'ai travaillé parce qu'il fallait que je mette de l'argent de côté pour payer une école privée. D'ailleurs, l'année de la licence pro, moi j'ai fait que boire de l'alcool, manger de l'ananas et boire du Coca Zéro. Voilà, voilà ce que j'ai mis dans mon corps pendant 1 an. Donc physiquement, j'étais pas au top.
mentalement, c'était... En fait, j'ai pas beaucoup de souvenirs, parce que l'alcool, ça m'a bien anesthésiée, je buvais tellement que je me rappelais de rien, en fait. Donc j'ai survécu comme ça, je pense. Survécu, entre guillemets, ou pas. Et j'étais toujours très déprimée, j'avais toujours des troubles alimentaires. À Lyon, je me suis retrouvée au CPCT. Je ne sais plus exactement, mais le P, c'est pour psychanalyse. Je suis allée au CMP de Lyon aussi, à Lyon 1, où on m'a dit que... Donc à l'époque, j'allais pour troubles alimentaires, et suivi, on va dire classique. Et donc, en rencontrant une infirmière 2 fois, on m'a répondu que mon cas était trop complexe et qu'il ne pouvait pas répondre à ma question, enfin à mes besoins. C'était peut-être la première bonne réponse, non ? Bah, j'avoue que au moins ils étaient sincères, quoi. Après, complexe, enfin... En tout cas, ils prenaient en compte les différentes dimensions de ton mal-être. Oui, et je pense que eux, s'estimant pas spécialistes en troubles en TCA, en troubles du comportement alimentaire, ils ont été plutôt honnêtes. Mais c'est dingue qu'en CMP, on puisse pas prendre en charge un problème comme ça. Bref. Voilà. Et toujours personne qui suspecte un autisme. Mais bien sûr que non. Je sais pas, je trouvais pas vraiment les réponses que je cherchais. Et qu'est-ce qui a fait que je me suis posé des questions ? Oui, alors, j'ai commencé à travailler après avoir été diplômée. Donc en 2013, j'ai commencé un CDI que j'ai tenu 20 mois. En communication, du coup ? Tout à fait. Waouh. Je suis très fière, 20 mois. Je compte en mois parce que ça fait plus grand. Et puis chaque mois comptait. Au bout de 2 semaines, en fait, je savais que c'était pas... Mais pareil, à l'époque, la pression sociale de... tu sors des études, tu trouves un CDI. En plus, en gros, moi, je suis sortie de l'école de communication avec... une espèce de volonté de faire... comment dire ? J'étais à l'aise à l'écrit, donc j'aime bien écrire. Et dans cette école de communication, on promouvait l'option journalisme et donc rédaction. Donc voilà, moi je me suis un petit peu tournée là-dedans, vers ça, pardon. Et en fait, j'aurais voulu faire un stage de conception-rédaction, qui est un métier de la publicité, en fait, qui consiste à imaginer des concepts et à vendre un produit, mais il y a quand même un aspect rédactionnel. Et voilà. Et du coup, on m'avait dit pendant mes stages et à la fin de mes études que je ne trouverais jamais à Lyon, que si je voulais être ce métier-là, faire conceptrice-rédactrice, il faudrait que j'aille à Paris. Donc Paris, pour moi, c'était inenvisageable, puisque j'avais fait un stage de 6 mois pendant mon école de com, au bout duquel j'ai fait mon premier burn-out d'ailleurs. Bref. Et donc Paris, c'était impensable. Donc, je postule pour un emploi dans une agence de conception-rédaction à Lyon. Donc déjà, je découvre qu'il existe ça à Lyon. Et je suis embauchée en CDI. Et je suis au paradis au final dans les faits. Enfin, voilà, je suis à ma place, tout va bien, je vais pouvoir écrire. J'ai été aidée mon ex qui avait fait du graphisme et de la direction artistique. Et elle m'avait fait un book. Enfin, en gros, je me suis super bien vendue, quoi. Parce que c'est le métier. Et donc, j'ai tenu 20 mois. Parce qu'au final, j'ai aidé à créer du contenu pour vendre des tronçonneuses, des taille-et, des bijoux Swarovski. J'ai conçu des magazines pour les enfants avec des jeux, des dossiers thématiques.
Ça, c'était plutôt cool, en fait. Donc, il y avait un aspect que maintenant, je comprends pourquoi j'ai beaucoup aimé, c'est que on s'empare d'un sujet et on le creuse. Oh, pourquoi ne pas aimer ? Avec un petit côté créatif aussi. Oui, voilà, et puis en fait, après, on parle comme des experts, on écrit comme si on était la marque et on dit, voilà. Et le problème qu'on m'a reproché, c'est que j'avais pas l'esprit assez publicitaire. Donc, moi, je l'ai pris comme un compliment à l'époque, hein, mais on m'a dit, déjà, je respectais pas vraiment le timing, les règles, la méthodo, et au final, quand, par exemple, Thierry nous demandait d'écrire sur la pêche durable et l'argument pêche durable qui était un de leurs arguments pour vendre leurs produits, eh bien, moi, quand j'ai cherché, je me suis renseignée sur le logo dont il parlait, en fait, c'est pas très durable la manière dont vous faites de la pêche. Et en fait, je me perdais dans des choses que, en fait, j'aurais pas dû creuser. Au final, j'aurais pas dû me demander qu'est-ce que c'est ce logo, mais plutôt qu'est-ce que je peux retirer de l'argumentaire de ce logo et l'appliquer à la marque. Voilà, bref. Et du coup, on m'a dit, oui, tu écris bien, mais tu n'es pas assez publicitaire. Bon. Et au final, c'était une boîte très spécialisée dans l'agroalimentaire. Ça, c'était aussi très drôle, parce qu'au final, j'étais sur des blogs de cuisine à 9h le matin, et ça me rendait folle parce que moi, j'avais faim, en fait, et que ce que je voyais, c'était appétissant, et que je mangeais pas, ou que je me restreignais encore, toujours dans l'idée de contrôle. Et à cette époque, j'étais donc avec mon ex, qui s'est inquiété de mon poids et de ma santé, et qui m'a posé un ultimatum, qui est une technique que je suis pas trop d'accord avec, mais là, je pense qu'elle m'a clairement sauvée. C'était soit tu vas consulter une psychologue, tu réessayes le suivi, soit je t'hospitalise de force, en fait. Et moi, c'était hors de question, hein, l'hospitalisation de force, non. Donc en fait, j'ai tapé psychologue, troubles alimentaires sur Google, j'ai appelé le premier nom, et en fait, j'ai jamais été aussi bien reçue par téléphone par quelqu'un. En fait, je me souviendrai toujours, elle m'avait demandé, est-ce que vous pouvez parler là ? Ça, c'est waouh. Ah ouais, ok. Effectivement, c'est une très bonne question, et pas trop. Enfin, un peu, mais pas trop. Et en fait, elle a été à l'écoute, bienveillante, avec un super cadre, pertinente. En fait, elle a été surtout pertinente. Donc, je me suis empressée d'aller la voir, et c'est la première psychologue qui a été non jugeante, qui m'a cru, qui n'a pas posé de mots déplacés ou de concepts sur ma mère, ou de concepts sur moi, ou des concepts que j'avais pu entendre du type névrose ou ce genre de choses, hystérie plutôt. Donc voilà, Madame Maude Reynaud-Pourchère, si tu m'entends, si vous m'entendez, pardon. Donc elle a été très très bien, et elle m'a orientée vers une psychiatre aussi, qui elle était pas bien. Donc je me suis retrouvée à travailler avec un suivi psychologique plutôt agréable, un suivi psychiatrique. Donc, en fait, au bout de 2-3 séances, j'étais sous anxiolytique, antidépresseur, somnifère. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Non, je crois que c'était le combo de base. Voilà. Et donc c'était quelqu'un qui parlait pas du tout en entretien, qui me regardait, qui me voyait péter des câbles donc régulièrement, m'effondrer. En fait, elle disait rien, quoi. Je lui ai dit que ça me posait problème, qu'elle dise rien, donc elle n'a rien dit. Et au final, elle a elle-même avoué son incompétence en m'orientant vers un hôpital de jour. Et là, donc, on est en 2014. En 2014, du coup, le problème
liés à des troubles alimentaires durent depuis combien de temps? Depuis que j'ai 12 ans. Ok. Donc depuis 2003, je dirais. Une bonne dizaine d'années. Ouais. Voilà, donc j'entre à l'hôpital de jour en 2014 et pendant 2 ans, je vais être suivie par un psychiatre, psychanalyste qui adore s'écouter parler. Alors franchement, la place est à sa parole hein, dans les séances. Enfin, c'est un psychiatre qui supervise des ateliers. Donc, on n'a pas vocation à faire vraiment une thérapie de fond. Mais au final, on a besoin de connaître nos besoins pour qu'ils nous orientent vers certains ateliers. Donc, la parole du patient est quand même un peu importante. Et en fait, lui, il aime bien parler. De concepts plus ou moins compliqués. Après, souvent en lien avec la psychiatrie, donc moi ça m'intéresse, donc j'écoute. Ça dure 2 ans. Et en fait, moi je me souviens que à un moment donné, je lui dis mais j'ai l'impression d'être folle, d'être conne. En fait, c'est pour ça que je suis là, moi en fait. Et du coup, il me regarde et il me dit mais conne, pas intelligente. Je dis oui, moi je capte rien en fait depuis que je suis ado, même enfant. Enfin, j'ai l'impression de louper des trucs super évidents et de comprendre d'autres concepts super vite, mais aussi de me retrouver dans des situations qui me dépassent et pour lesquelles il semble y avoir un bon sens que moi je trouve pas. Et il me dit, mais pourtant, je me rappelle, il me dit, vous êtes quelqu'un de fine, sensible et réfléchi. Et si vous voulez passer des tests pour évaluer votre QI, moi, je ne doute pas que vous êtes au potentiel intellectuel, voire très haut potentiel intellectuel. Donc là, alors, comment dire ? Je connaissais même pas le concept. Et je suis sur le cul, littéralement, sur ma chaise. Et je comprends pas ce qu'il me dit en fait. Je dis non. Enfin, c'est pas la peine. Je vais pas. Je sais que je suis pas intelligente, que je comprends pas grand chose à ce qui se passe. Donc si on fait un test, il va être mauvais et ça va me démolir. Et du coup, voilà, on passe quelques séances à discuter de ça. Et puis au final, je me dis que logiquement, si je raisonne, ce test, ça va m'apporter soit une réponse. Ça va m'apporter une réponse quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que soit il est positif comme monsieur le psychiatre, psychanalyste le dit, et dans ce cas, je serai rassurée. Ça, c'est le meilleur scénario. En tout cas, rassurée, il y aura un autre truc à comprendre, mais ça me donnera une vision que j'ai pas au final de moi-même. Et finalement, le résultat tombe... Mais oui, vous êtes au potentiel, vous avez un indice de communication verbale qui pète le plafond. Par contre, mémoire de travail, vous êtes sous la moyenne, c'est la cata. Oui, ça, jusque-là, voilà. Après communication verbale, je parle en fait. Voilà. J'aime bien les mots, j'aime bien écrire, j'aime bien lire, c'est pas si étonnant. Donc au final, voilà, ce truc est posé, donc je me dis... J'ai quelques recommandations avec le bilan, le compte-rendu, et donc je me renseigne. Et voilà, me voilà dans le merveilleux monde du haut potentiel sur Internet, qui est une mine de... Quel mot on pourrait dire ? C'est un foutoir. Ok. C'est un foutoir, on y trouve tout et n'importe quoi en fait. Du bullshit, hein. Ouais, beaucoup de bullshit, beaucoup de pseudosciences dans le sens où en fait la définition même du haut potentiel est complètement amalgamée, je sais pas si c'est un bon mot à utiliser là, mais en fait on met derrière haut potentiel des mots et des concepts qui n'ont pas à être. Et au-delà de ça, effet Barnum, donc c'est-à-dire
un peu comme quand on lit un horoscope, tout le monde peut se retrouver dans une définition. Donc, le haut potentiel, oui, c'est des gens un peu sensibles, c'est des gens un peu tristes, c'est des gens... ouais. Non, en fait, haut potentiel, c'est quand ton score de passation, il dépasse un chiffre, et du coup, voilà, c'est un barème, c'est... Voilà. Et du coup, je commence à lire des choses et au final, je me retrouve pas vraiment dans ce que je lis jusqu'au jour où je tombe sur un forum au potentiel Asperger. Je me dis, quel est le lien, quoi ? Enfin, comment on peut... Asperger, c'est bien l'autisme, donc je lis. Ok, et puis là, ça commence à parler d'autisme féminin. D'accord, alors des notions très, très nouvelles pour moi. Et de ce que je lis, au final, de ce que je comprends, il y a plus de choses qui seraient pertinentes à creuser de ce point de vue-là que du haut potentiel. De ce que je lis sur le haut potentiel sur les réseaux. Et donc là commence ma grande enquête de plusieurs mois sur qu'est-ce que l'autisme, qu'est-ce que Asperger, pourquoi cette expression, et j'aimerais rencontrer des femmes autistes, donc pour me faire une idée au final. Et puis en fait, à l'époque, le problème à l'hôpital de jour, c'est que je finissais aucun atelier, j'arrivais pas à être en groupe. J'arrivais pas à supporter la présence des autres, leurs histoires. Moi, corporellement, dans les ateliers psychocorporels, par exemple, je savais pas ce que je foutais là parce que moi, j'étais dans ma tête. J'ai toujours été dans ma tête, pas dans mon corps. Et mon corps, c'était un espèce de vaisseau là que je devais me trimballer. Et on me disait, oui, pour les troubles alimentaires, il faut reconnecter le corps et l'esprit. Oui, d'accord, mais il n'y a rien qui fonctionne et moi je me sens pas bien dans les groupes et donc de 2017 à 2018, là j'ai creusé l'autisme. La grosse enquête. Ouais, la grosse enquête. Donc j'ai lu des livres, j'ai lu des études, j'ai lu des thèses, j'ai lu des BD, j'ai lu des blogs et j'ai contacté l'association RARA à Lyon. Rencontre Autisme Rhône-Alpes-Auvergne, qui est une asso qui fait des rencontres au parc quand il fait beau, entre personnes qui souhaitent échanger sur l'autisme dans la convivialité. Et donc ça peut être des personnes concernées, des personnes proches, des familles, des professionnels, voilà. Et donc il y a des petits groupes de parole sur des thématiques. Et en fait, ça m'a vraiment surprise de rencontrer des pairs. Clairement, c'était limite si je réalisais que j'étais pas unique, dans le sens où ça peut paraître bizarre, mais en fait, j'avais quasiment la même vie que d'autres. Mais vraiment étape par étape, quoi. On a vécu les mêmes choses au même moment. Bref, et donc, voilà, j'ai fait une rencontre, j'ai parlé avec elle, je suis allée même au Salon de l'Autisme en 2018, à Paris. Et voilà, et j'ai terminé en préparant un espèce de dossier pour aller voir le psychiatre et amener ce sujet, parce que j'avais entendu beaucoup que en fait l'autisme, les femmes, il y a quand même une espèce de problématique et que ça allait être compliqué, qu'on allait peut-être m'envoyer bouler. Mais ta conviction intime, elle était faite? Non, moi c'était que des hypothèses, en fait jusqu'au jour où on m'a j'ai envie de dire jusqu'à aujourd'hui, mais jusqu'au jour où j'ai lu le diagnostic du CRA, moi j'étais en questionnement en fait. C'est que des questions et c'est que moi je voulais des réponses de personnes compétentes, c'est-à-dire sensibilisées, formées, à jour,
des connaissances de la science et particulièrement des TSA. Et en fait, là, j'ai rencontré un mur, le psychiatre qui m'a reçu, là, le monsieur Dieu, là, qui s'entend parler, qui s'écoute parler, qui m'a dit que j'avais... donc il a pouffé de rire, il a dit que je surfais sur la mode de l'autisme, que je le regardais dans les yeux, donc j'étais pas autiste. Un mot, si vous le permettez, sur cette rencontre entre Alex et ce psychiatre. On entend la déception qu'a pu ressentir Alex face à ce professionnel. Préparer ses rencontres en se documentant le plus objectivement et le plus complètement possible sur l'autisme et tomber sur un praticien qui ne connaît que les stéréotypes les plus éculés qui circulent à son propos, quelle déception. Ces véritables prêt-à-penser cliniques sont malheureusement encore souvent présents dans l'esprit d'un nombre trop important de professionnels. Écoutons à nouveau la réaction d'Alejandra Vaquer, la psychologue d'Alex. Effectivement, très malheureusement, on retrouve souvent cette sorte d'injonction associée à l'autisme. Je dis malheureusement parce qu'elles ont été, dans l'histoire de l'autisme, très délétères pour les personnes avec TSA ou pour leurs proches. D'accord. Par exemple, la plus classique, c'est celle destinée à la place de la mère, dans l'étiologie de l'autisme. Qui revient souvent encore de nos jours. Aussi, celle qu'on entend par rapport aux adultes sans TDI, sans trouble du développement intellectuel, c'est que souvent, certains cliniciens, ils associent certaines caractéristiques comme ne pouvant pas correspondre au TSA. Par exemple, vous regardez dans les yeux, vous n'êtes pas TSA, ou vous avez de l'empathie, vous avez des émotions, vous ne pouvez pas être TSA. Et ça, c'est très, très malheureux parce qu'en fait, l'autisme, quand on s'approche un peu, on comprend très vite que c'est une condition qui est très complexe parce qu'elle est très hétérogène. Et donc, du coup, faire du diagnostic d'autisme, ou en tout cas dire à une personne « non, mais toi, tu n'es pas autiste », pour être à ce stade-là, ça oblige qu'il faut vraiment laisser tomber tout ce « tu ne peux pas être » ou tous les clichés ou les prêt-à-penser et vraiment de prendre le temps d'examiner la personne dans sa globalité. C'est ça, et au-delà des masquages qu'elle peut présenter au clinicien qui peut ne pas y regarder plus profondément. Exactement. Et au final, il m'a dit, vous avez une névrose hystérique avec un complexe d'Oedipe pas terminé. C'est ça en fait. Pour lui, c'était ça. Donc ma question aujourd'hui, c'est alors, pourquoi depuis 2014 déjà, on me soigne pas du coup pour cette... Si j'ai une névrose hystérique avec un complexe d'Oedipe pas terminé, pourquoi déjà on me l'a pas dit avant? Et pourquoi on n'accompagne pas en ce sens des soins, une thérapie, etc. Et en fait, pareil, là, ça m'a bloqué. Il a rigolé, il s'est foutu de moi. En fait, il n'y avait pas de discussion. Et moi, je venais avec une hypothèse que j'aurais bien aimé aborder. Et donc, je me suis bloquée. Donc, on a terminé un suivi... On a terminé quelques mois. Moi, j'ai pris sur moi pour essayer d'avoir la force de demander à changer de psychiatre, si c'était possible à l'hôpital de jour. Comment on peut passer à travers les mailles à ce point? Bref, c'est que des prédiagnostics, donc il fallait passer les bilans. Et du coup, ce qui est une autre grande et longue étape, j'ai donc pris contact avec un centre à Lyon, qui à l'époque était le centre Donald T, et qui m'a envoyé vers le CMP. Mon CMP qui ne prenait même pas les troubles du comportement alimentaire, donc l'autisme. Alors, finalement, j'ai erré en fait quelques temps jusqu'à ce que le centre Donald T ferme et qu'en fait le CRA reprenne les dossiers. C'est ça. Et j'ai attendu mon tour patiemment, presque 2 ans. Donc voilà, j'ai mon rendez-vous au CRA en 2019, le premier de quelques-uns. Je rencontre des psychologues, donc 2 psychologues, une psychiatre.
Et ensuite, que je vois plusieurs fois, il me semble. Je crois que la psychiatre, je l'ai vue une fois. Et donc, il y a un entretien de bilan avec une psychologue et la psychiatre, où le diagnostic tombe. Et là, là, en fait, bon, ça fait 2 ans que je lis des choses et que quand même, je me dis, bon... En fait, même si le diagnostic n'était pas positif, on va dire, moi, j'avais déjà mis des stratégies en place qu'on retrouve sur les blogs ou sur les sites de personnes autistes et qui fonctionnaient bien. Donc, dans tous les cas, moi, j'avais gagné des choses. Ma vie s'était déjà un peu améliorée. Mais par contre, qu'on me dise, trouble du spectre de l'autisme, ok, waouh. C'était quand même... j'y ai pas cru au final. Et le pire, c'est que même si la psychologue qui a entendu que je ne la croyais pas a essayé de raisonner logiquement et de me faire entendre pourquoi elle avait posé ce diagnostic, et on a eu une conversation hyper intéressante, vraiment de perspective sur le diagnostic. Eh bien, de retour à l'hôpital de jour, je ne suis plus avec la psychiatre qui a dû partir, le docteur Blond, mais j'ai maintenant un nouveau psychiatre qui décide de ne pas recevoir le compte-rendu du CRA et me parler de troubles de la personnalité borderline. D'accord. Donc là, en fait, je me dis, ok, alors, en fait, pour lui, c'était important d'avoir un diagnostic différentiel, mais je me dis, en fait, je lui ai demandé, est-ce qu'il connaît beaucoup de femmes autistes ? Et il me dit, non, mais je connais beaucoup de femmes borderline. Ok, alors ça, c'est une logique un peu pourrie, Et donc moi, j'étais très faible et très fébrile avec ce diagnostic. Première personne à qui j'en parle, donc au niveau médical, donc c'est lui, et il le remet en question. Je recontacte la psychologue du CRA et je lui dis, moi en fait, je sais pas, du coup, mon accompagnement, est-ce qu'il va être adapté ? Est-ce que vous avez fait un diagnostic différentiel ? Est-ce que vous savez que la symptomatologie Enfin, je remets carrément en question les compétences d'un centre de ressources autisme spécialisé dans l'autisme qui, évidemment, a pensé à faire un diagnostic différentiel et a pensé aux troubles de la personnalité borderline. Et ça n'est absolument pas possible dans mon cas, puisque... Par exemple, les problèmes d'abandon que les personnes borderline ont de manière vraiment pathologique, la peur de l'abandon, c'est pas quelque chose que j'ai du tout. Voilà, entre autres, elle utilise des exemples que j'avais évoqués lors de nos entretiens pour étayer que le borderline n'a rien à faire. Donc elle m'écoute, elle me reçoit, elle prend du temps pour faire un espèce de service après-vente du diagnostic. Et donc, moi, je me retrouve à nouveau un peu fâchée, quoi. Alors, on vient d'entendre Alex parler de sa relation au psychiatre. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont cette relation s'est déroulée ? Oui, effectivement, je trouve ça très délicat, parce que un diagnostic entraîne systématiquement, de mon expérience, un bouleversement identitaire pour la personne. Même lorsque la personne s'y attend, ou même lorsqu'elle est soulagée en partie par ce diagnostic-là. Ça va entraîner la personne dans une espèce de processus de découverte de soi. Et c'est un moment qui est délicat, justement, parce que ça met la personne dans une position qui est très vulnérable. C'est ça, c'est une situation de fragilité, du coup, cette annonce diagnostique. Exactement. Elle est justement fragilisée dans ce sentiment interne de cohérence. Et ça prend du temps, ça prend un temps important. Ça peut durer longtemps ? Ça peut durer parfois une vie, si la personne n'accepte pas certaines parties de son fonctionnement. Oui. Et ça demande que les soignants prennent en considération cette période de vulnérabilité.
Et je ne dis pas qu'on ne doit pas remettre en question un diagnostic, hein. Surtout de la part des soignants qui connaissent bien la personne, qui la suivent. C'est pas ça que je dis. Mais il faut être très vigilant de la manière dont on emmène ça aux patients. Et surtout, si on va remettre en question un diagnostic, ça veut dire qu'on est en train de mettre de l'ambiguïté dans son identité qui était déjà fragilisée. Donc, à mon avis, il faut vraiment redoubler la rigueur à ce moment-là de l'évaluation diagnostique. C'est-à-dire que bien prendre le temps d'objectiver nos hypothèses, et il ne faut pas le faire tout seul dans son coin, mais plutôt se tourner vers une équipe pluridisciplinaire. D'accord. Pour limiter la subjectivité. Donc, faut faire ça vraiment avec rigueur et non pas par rapport à un ressenti. Je comprends. Par rapport à ça, en quoi le trouble de personnalité limite ressemble dans son étiologie au TSA ? Oui, c'est ça. Hein. En réalité, nos femmes TSA peuvent parfois évoquer le trouble de personnalité limite aux cliniciens parce qu'elles ont une forme de pensée qui peut être un peu blanc ou noir au niveau relationnel. Ou parce que souvent, il y a une dysrégulation émotionnelle qui est associée la personne qui a des difficultés à faire face à certaines émotions, et cela peut engendrer des comportements autodestructifs qu'on retrouve aussi souvent dans les troubles de personnalité limite. Et en réalité, ces éléments sont des éléments de surface. C'est-à-dire que si on fait une évaluation clinique et une anamnèse, très vite, ils peuvent être contestés. En cas de doute sur le diagnostic que vous recevez, vous avez le droit de le contester et de demander un avis contradictoire. Vous avez surtout le droit de ne pas vous faire maltraiter par un ou une professionnelle de santé. Sûrement vite dit et plus difficile à mettre en œuvre, certainement. Surtout qu'il y avait un conflit de loyauté pour toi entre deux diagnostics qui étaient antagonistes. Oui. Et deux personnes avec qui tu t'étais confié. Mais je voulais juste revenir une seconde sur ta réaction face au diagnostic du CRA. Aujourd'hui, je sais, avec du recul, le diagnostic il a été très rassurant. Au fil des temps, ça s'est installé. L'acceptation du diagnostic a été longue. Mais aujourd'hui, c'est rassurant parce que je ne suis pas folle. Mes difficultés, refaire ma vie à travers le prisme de l'autisme, ok. C'était que ça, quoi, en fait. Ça aurait pu s'expliquer beaucoup plus facilement, beaucoup plus tôt. Et en même temps, est-ce que si on m'avait diagnostiqué plus tôt, mon parcours aurait été plus facile? Ça, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est l'inclusion des personnes autistes, c'est un autre débat. Par exemple, dans la scolarité, la prise en charge et tout. Bref. Mais au final, moi, j'ai pu mieux identifier mes difficultés et en fait avoir un accompagnement orienté, spécifique. Et en fait, ça change tout. Quand on comprend mieux son fonctionnement, en fait, on a plus de facilité à accepter les choses, à s'accepter soi, à mieux se comprendre. En fait, il y a plein de choses qui changent. Et puis, autre chose aussi qui a été hyper importante, c'est la communauté, les rencontres. J'ai vécu énormément d'oscillations, de doutes, de remises en question qui se sont faits. Le diagnostic, non, on s'est trompé, non, finalement c'est ça, non, on s'est trompé, non, c'est ça. Et au final, voilà, j'ai retrouvé. Au final, ce diagnostic, il est pour moi. Il m'aide à comprendre mon passé et à mieux m'organiser, mieux me gérer, mieux me comprendre. Mais en fait, à aucun moment, c'est une carte de légitimité de quoi que ce soit. Donc, moi aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je parle pas de l'autisme, je parle de mes spécificités. Donc, en fait, alors, c'est bien et pas bien, dans le sens où ça continue de participer à l'invisibilisation, parce que si je dis en fait je suis autiste, ça permet d'avoir une autre vision de l'autisme. Mais moi ça me protège parce que j'en ai marre
de me justifier. J'en ai marre de devoir me défendre. Ou en fait, les gens adorent donner leur point de vue personnel. T'as pas l'air autiste ? C'est ça. Et en fait, j'ai entendu des trucs. Ah, ça se voit pas. Oui, c'est sûr que dans la symptomatologie, il y a un critère physique établi par le DSM. Mais tu parles bien. Tu souris ? Mais tu souris. Et puis, en fait, après, il y a aussi mon entourage qui a joué. C'est-à-dire que... il y a eu un peu les deux. J'ai ma meilleure amie de l'époque à qui j'ai parlé de cette démarche, qui, elle... c'était assez étonnant parce que à l'époque, je sais pas si tu as remarqué, les gens utilisent parfois faire son autiste comme soit pas une insulte, mais presque. Et du coup, elle me le disait de temps en temps, alors que c'était pas l'époque où je me questionnais, hein, c'est juste que mon fonctionnement faisait que voilà. Je sais pas, quand je m'asseyais par terre et que je triais, ou que je rangeais, ou que je classais, ou que j'avais besoin d'ordonner les choses, et ben elle me disait, elle fait son autiste, on avait même un petit prénom pour ma personnalité psychorigide, et elle l'utilisait souvent, donc voilà, de manière, on va dire, second degré. Et le jour où je lui parle de ma démarche, elle me dit, ah non, t'es pas autiste. Bon, alors du coup moi c'était un moment où j'étais fébrile et où j'aurais eu besoin de soutien, de questions plutôt, mais du coup qu'elle me dise mais non t'es pas autiste, ça arrête la discussion, ça fait que tu nies ce que je vis et les questions que je me pose. Ok, donc tu m'accompagneras pas dans ce chemin alors que t'es ma meilleure amie. Bon, c'est un peu triste. Après j'aurais pu essayer de la convaincre, mais en fait, j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie, et c'est pas notre rôle, quoi. C'est pas mon rôle. C'est une double peine à laquelle nous soumettent les personnes qui se permettent ce commentaire, qui parfois se veut bienveillant. Mais t'as pas l'air autiste, dis donc. Comme si, en plus de l'être, tu avais le bonheur de ne pas porter visiblement les stigmates du handicap. Si cette réflexion pose problème, si c'est un problème, c'est qu'elle manifeste une méconnaissance profonde de cette condition, de la condition autistique. Des autistes qui n'en ont pas l'air, ça court les rues. Vous en avez certainement croisé un ou une aujourd'hui. Et cela fait peser sur la personne que l'on croit flatter la responsabilité de devoir encore et encore faire ce travail d'éducation que les valides refusent de faire ou ont la flemme d'entreprendre. Double peine donc. Double peine d'autant plus que cette remarque peut se retrouver dans la bouche d'un ou d'une professionnelle du monde médical et retarder les soins. Audrey en a témoigné dans notre fascicule T'as pas l'air autiste que vous trouverez sur le site du Centre Ressources et Réhabilitation Psychosociale. On vous met le lien en description. Et en revanche, j'ai apporté la nouvelle du diagnostic à mon entourage un peu plus proche, à mon ex, qui s'inquiétait à l'époque, et sa réaction, ça a été Ah, c'est pour ça. La personne qui t'a sauvée et qui t'a permis de... Oui. Et pour elle, ça faisait un petit peu sens, et du coup, c'était marrant parce que j'avais beaucoup d'appréhension. Et mon groupe d'amis aussi. Ah ouais. Ah d'accord, ok. Non, ça nous étonne pas trop. D'accord, bon. Ok. Ils étaient plutôt dans l'ouverture que dans le stigmate. Mais alors l'ouverture, l'acceptation, mais par contre, pas de questions et pas de... On n'en profite pas pour apprendre des choses, tu vois ce que je veux dire ? Ça reste tabou et quand on est ensemble, on préfère ne pas en parler. Oui, et en fait, c'est presque... Maintenant, t'es la caution autiste du groupe, quoi. Ah oui. Enfin... Je me rappelle qu'un ami m'avait dit là maintenant t'arrêtes avec les minorités parce que en gros j'accumule D'accord, je vois. Oui, en fait j'ai une minorité d'orientation sexuelle, d'identité de genre.
Un mot pour insister sur ce que dit Alex, sans en faire une généralité toutefois. Les marqueurs du genre sont de l'ordre de la performance sociale. Adopter une attitude typiquement genrée est sans doute le fruit d'un apprentissage et d'une construction intersubjective. Il n'est donc probablement pas étonnant que la performance de ces marqueurs sur la scène sociale pose problème aux personnes autistes comme Alex. Retrouvons Alex. Elle nous parle de ce cancer dont on ne meurt pas et qui touche environ 10% des femmes en âge de procréer, à savoir l'endométriose. J'ai de l'endométriose d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais des douleurs et qu'il y a été 14 ans d'errance en parallèle de l'autisme. Souffrance. Donc voilà, donc j'ai une reconnaissance de handicap pour l'endométriose. Depuis toutes ces années, avec ces premiers troubles alimentaires quand tu étais beaucoup plus jeune, jusqu'à ce diagnostic d'autisme et ces 2 pré-diagnostics par des centres spécialisés, si tu pouvais relever, on va pas jouer à 1, 2, 3, mais un certain nombre d'obstacles ou de choses qui ont fait obstacle à ce que ce diag soit posé, ce serait quoi ? Alors je dirais le manque de formation des professionnels, le manque de connaissances au final de l'autisme. Mais en fait, c'est un problème, c'est tellement intriqué dans plusieurs domaines que c'est compliqué de... en fait, on a des préjugés sur l'autisme, du fait des médias, de la culture, des représentations. Du coup, on entretient des stéréotypes. Et les professionnels eux-mêmes sont touchés par ces biais et ces faux stéréotypes. Qu'est-ce qui a fait obstacle à ce diagnostic-là? Tu notais l'ignorance et peut-être l'assurance des soignants? Oui. Et alors, il y a une autre chose aussi, c'est ce qu'on attend des filles et des garçons, c'est-à-dire sociologiquement, la construction identitaire du genre, qui est un tout autre énorme sujet. Et en fait, quand on me disait que... en gros, qu'est-ce qu'on attend d'une petite fille? C'est qu'elle soit sage, je fais des raccourcis, mais qu'elle soit sage, qu'elle soit bonne à l'école, qu'elle soit un peu réservée, mais qu'elle sourie, qu'elle soit jolie. Ça, il faut qu'elle soit jolie, alors voilà, ça c'est très important. Et puis c'est ce qu'on valorise. Et en fait, moi je remplissais les critères. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et puis en fait, après il y a aussi la vision de la santé des femmes. Alors il y a déjà le problème de la médecine qui est faite par des hommes pour les hommes. Donc en gros, quand une femme vient avec une douleur, souvent c'est dans sa tête. Bon, ça c'est l'histoire de la psychiatrie et de la médecine, Charcot. Je ne sais pas comment on pourrait l'évaluer, si c'est évalué, mais que les tests pour diagnostiquer un enfant autiste ou un adulte aient été réalisés sur des garçons, en majorité. Et donc, est-ce que on est parti directement d'un biais et que les tests ont été réalisés de manière biaisée? Ça, faudrait peut-être plutôt voir avec des professionnels du CRA, eux, comment aujourd'hui ils prennent en compte ces tests, à quelle valeur ils leur donnent, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre en plus pour combler du coup. Et oui, la construction sociale, les représentations. Juste par rapport à une fois que ce diagnostic-là a été entendu, même si ça a mis du temps, tu disais, pour qu'il soit entendu et accepté et digéré mentalement, introjecté. Qu'est-ce que tu dirais que ça a changé maintenant
chez toi, pour toi, en toi? Alors, cette petite voix qui me disait t'es folle, t'es pas normale, même si qu'est-ce que la normalité, hein, mais juste en fait je suis beaucoup plus gentille avec moi. Je me donne un peu de lest. J'ai essayé très longtemps de faire ce qu'on attend de moi, ce qui est, je pense, une problématique pas du tout spécifique à l'autisme, que beaucoup de gens essayent de remplir. Et en fait, c'est fatigant. C'est fatigant de compenser des choses, de faire semblant, de faire comme si... Et en fait, maintenant, je fais plus ça. Maintenant, je m'écoute, je me respecte. Après, c'est aussi en parallèle de ce diagnostic, j'ai fait de l'affirmation de soi. Donc, un outil TCC à l'hôpital de jour qui est absolument merveilleux. J'ai appris aussi à identifier mes émotions. Donc, je me souviens qu'à 27 ans, en fait, je me rappelle très précisément le jour où j'ai compris que tout le monde ne pensait pas comme moi. Ça a été un espèce de choc. Ça a été un espèce de choc de me dire que en fait, il y a des gens pour qui la vie c'est facile, dans le sens, il n'y a pas forcément d'anxiété, ils se demandent pas qu'est-ce qu'il faut dire à tel endroit, à tel moment, ils préparent pas leur dialogue en avance. Ils se remettent pas en question, ils essayent pas de comprendre les choses de manière acharnée, pour eux c'est normal. Et du coup, leur vie a l'air cool. Et en fait, moi, maintenant, quand je comprends pas, je le dis. Même si ça a l'air ridicule ou quoi. Enfin, si j'ai pas compris, c'est que j'ai besoin de poser une question. Et donc, oui, à 27 ans, cette prise de conscience de on ne pense pas tous pareil. Waouh! Petit manque de théorie de l'esprit, non? Et aussi, les émotions. Alors ça, c'était le large champ d'émotions qui s'offrent à moi, qui peuvent varier en une journée 15 fois. Et c'est pas juste je suis déprimée et je suis en colère, c'est je suis déçue, je suis frustrée, j'ai du chagrin. Et en fait, j'ai affiné mon éventail d'émotions. Et ça m'a vachement aidée aussi. Dans la reconnaissance de toi-même par toi-même de tes émotions, hein? Oui. Ok. Oui, autrui, on peut en parler après, mais là, déjà, moi, avec moi-même, c'était un peu une révolution. Et oui, ça m'a permis de calmer des états... en gros, les émotions, c'est lié à des manifestations physiques. Et souvent, en fait, on part de manifestations physiques pour identifier une émotion. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Et du coup, je fais beaucoup plus attention à ce que je ressens physiquement pour identifier. Et aussi mentalement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça me fait vivre. J'analyse. En fait, avant, mon cerveau était plein d'anxiété et ça partait dans tous les sens. Maintenant, c'est toujours plein d'anxiété, mais c'est beaucoup plus méthodique et raisonné. Et j'arrive à des conclusions qui m'aident et qui m'apaisent. Tu es capable de reconnaître les signaux avant-coureurs? La majeure partie du temps, oui. Il y a encore des petits couacs, hein, mais la plupart du temps, oui.
Alex, du coup, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais et ce que tu as fait de ce diagnostic ? Oui, alors j'ai déjà expliqué ce que le diagnostic avait eu comme effet bénéfique au niveau personnel, émotionnel, cognitif, mais il a aussi eu un effet sur ma voie professionnelle, celle que j'emprunte aujourd'hui. J'avais déjà un gros intérêt pour la santé, la médecine depuis l'adolescence. Je dis ça modestement, hein, j'ai pas fait d'études de médecine. Et ces dernières années, j'ai développé des sujets plus spécifiques et qui me concernent directement. Donc l'autisme, la santé mentale, l'endométriose, les violences sexistes et sexuelles aussi avec l'ASSO. Et finalement, tout se rejoint au niveau professionnel puisque j'ai récemment été admise au DU Père et Danse en santé mentale et neurodéveloppement à Lyon, qui démarre cette année. Donc avec l'ASSO, ça va bientôt faire 3 ans qu'on se concentre sur la prévention des violences et la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, dont les personnes autistes. Et c'est vraiment ça qui me motive, proposer des outils pour que les gens s'en emparent, informer, sensibiliser et idéalement envisager des espaces pour discuter de ces sujets. Je suis très sensible au sujet de l'identité sexuelle, l'identité de genre aussi, et j'estime que ça en fait partie. Donc là, l'idée, en parallèle des cours du DU, ce serait de réaliser 1 ou 2 stages d'observation, de réaliser un mémoire, de continuer les projets avec le CRA avec qui j'adore travailler, et si j'ai le temps et l'énergie, de continuer mes missions bénévoles de secrétaire de l'ASSO et de continuer le sous-titrage d'un podcast de métacognition. Mais j'ai comme l'impression que cette année va me demander beaucoup d'énergie et que je vais devoir réduire ma charge de travail si je veux me préserver. Donc ce sera l'occasion de mettre en pratique ce que j'ai appris au niveau affirmation de soi et respect de mes limites. Un DU, c'est quoi ? Un diplôme universitaire. D'accord, que tu entames juste après le bac, éventuellement. Oui, alors celui-ci ne nécessite que l'obtention du bac, effectivement. Et c'est une inscription à la fac. Donc celui-ci est à la fac de Lyon 1, fac de médecine. Et il dure 1 an. Et il est concentré sur la santé mentale ou... La santé mentale et le neurodéveloppement. D'accord, ok. Pour conclure, peut-être, si tu avais à revoir la jeune femme qui était toi il y a 3 ans ou 4 ans, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Ne saute pas du pont. Merci Alex. Alors on vient d'entendre Alex évoquer et partager son parcours qui n'a pas toujours été facile. En quoi la trajectoire d'Alex vous semble-t-elle singulière et intéressante, pertinente à partager avec nos auditrices ? Je suis très contente quand Alex s'est décidée à témoigner parce qu'elle a un parcours qui est très représentatif de la trajectoire de beaucoup de femmes qui ont un TSA, mais qui, à mon sens, est surtout très porteur d'espoir. En fait, moi, quand j'ai rencontré Alex, tout au début de sa démarche diagnostique, c'était quelqu'un qu'on retrouvait vraiment qui était beaucoup dans la colère, qui avait beaucoup de méfiance envers les professionnels soignants. Et honnêtement, c'est quelque chose qu'en entendant son parcours et sa trajectoire, on peut très bien comprendre. Oui, c'est ça, il y a eu tellement de violences subies. Oui, tout à fait. Et quand on a fait l'annonce diagnostique, j'étais là, je l'ai vu. Hein. C'était vraiment un bouleversement énorme pour elle. Et petit à petit, avec ma casquette de chercheur de formation, je lui ai proposé de venir témoigner lors d'une de nos formations sur le diagnostic de l'autisme. Et donc on a commencé comme ça à collaborer de temps en temps. On a monté d'autres projets de formation, puis on est devenus à ce moment-là collègues. Et j'ai vraiment pu voir comment petit à petit, elle s'est professionnalisée, comment elle a su en retirer quelque chose de toutes les expériences qu'elle avait vécues, puis faire de sa souffrance quelque chose qui avait un impact pour les autres. Et c'est ça qui est super intéressant dans son parcours et qui est très inspirant. En fait, c'était cette manière de faire de sa douleur une spécialisation. Oui, de lui donner une forme qui, du coup, participe à son rétablissement. Complètement, oui, complètement.
puis qui j'espère sera source d'inspiration pour les autres, parce qu'en fait elle a su se trouver une place qui est unique à mon sens, puis un rôle social qui est important aussi pour nous les professionnels du soin. Et c'est sûr que tout ça, ça méritait un épisode. Absolument. En tout cas, au CRA, on est vraiment très impressionnés et on est très fiers de ce qu'elle a pu faire. Et vraiment très heureux de la soutenir là-dedans. Voilà cet épisode hors série spécial Alex est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que vous avez senti que le parcours d'une femme autiste peut aussi être porteur d'espoir. On vous donne rendez-vous dans quelques temps pour un prochain épisode, soyez au rendez-vous. Un grand merci à Alejandra Vaquer, psychologue au CRA, et à Alex qui n'ont pas compté leur temps pour vous proposer cet épisode et l'écrire avec moi. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le questionnaire accessible depuis le site du Centre ressources de réhabilitation psychosociale ou sur les réseaux sociaux. Troubles dans le spectre est un podcast produit par le Centre ressources de réhabilitation psychosociale, le Centre ressources autisme Auvergne-Rhône-Alpes et le dispositif ZEST. Il est soutenu par l'unité TS2A, iMind, la Fondation de France et par le Groupement national des CRA. Cet épisode a été écrit par Alejandra Vaquer, Pascal Bélan-Caponel et toute l'équipe de Troubles dans le spectre. Mixage et réalisation, Jorick Gouache. Musique, Phil France.